Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Les Nations Unies dénoncent un climat de peur et d'intimidation au Burundi, où les élections n'ont été ni libres ni crédibles. C'est en ces termes on ne peut plus clair que l'ONU décrit les scrutins législatifs et communaux de lundi. Les autorités s'apprêtent, elles, à annoncer un taux de participation très important. 150 morts dans 2 attaques au Nigeria, toutes 2 attribuées à Boko Haram. Des fidèles musulmans ont été exécutés pendant leur prière du soir. Un bilan bien lourd pour le président Buhari. Depuis sa prise de fonction il y a un mois, 700 personnes sont mortes dans des violences liées au groupe islamiste. Pour la première fois depuis la disparition de l'espèce dans le pays, 7 lions ont été réintroduits au Rwanda. Les félins ont été donnés par 2 réserves d'Afrique du Sud. Et là, vous voyez les images de François Hollande qui commence à tourner en Afrique. On en parlera également dans ce journal. On va donc parler tout d'abord du Burundi, où les violences d'hier à Cibitoke sont encore dans tous les esprits. Les corps des civils tués jonchaient encore les rues aujourd'hui, tandis que les autorités affirment avoir été attaquées par un groupe armé et avoir perdu de nombreux hommes. Des violences qui interviennent 3 jours après un scrutin contesté par les seuls observateurs déployés sur place. Et le constat de l'ONU est sans équivoque. Mehdi Medeb est à Bujumbura. La mission de l'ONU ici au Burundi juge que le contexte de tension, de peur, d'intimidation a prévalu avant, pendant et après les élections et donc conduit à des élections ni crédibles, ni libres, ni inclusives. La mission de l'ONU dénonce également en fait les violations répétées des droits de l'homme, mais aussi des médias, de rassemblements, d'opinions. Et il faut le rappeler, la plupart des radios indépendantes sont soit fermées, soit elles ont été brûlées. Elle regrette également la non-participation, le boycott de l'opposition à ces scrutins très controversés. Bref, c'est un jugement sans appel qui est absolument loin d'être partagé par le gouvernement. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les autorités ont fait une déclaration assurant qu'elles appréciaient très positivement le déroulé de ces scrutins. Elles avancent même un chiffre de participation. Plus de 95% des électeurs se seraient déplacés à la mi-journée ce lundi. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante, par la voix de son directeur, me disait qu'on serait dans une fourchette de 75 à 80%. Ce serait même les résultats provisoires qui devraient arriver d'un jour à l'autre. Le climat très tendu risque de se tendre encore un peu plus à l'approche de la présidentielle prévue dans un peu moins de 15 jours, avec la présence d'un homme au centre et à l'origine de cette crise, le président Nkurunziza, candidat à un 3e mandat. Le Nigeria, de nouveau confronté à l'horreur. 2 nouvelles attaques attribuées à Boko Haram ont fait près de 150 morts au total dans le nord-est du pays. Des attaques qui ressemblent à des exécutions sommaires. Écoutez les précisions de Moïse Gomis, notre correspondant à Lagos. Des exécutions d'ailleurs menées en parallèle dans ces 2 villages, le village de Kukawa, le village de Monguno. Ce sont 2 localités qui sont proches du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria. Et à chaque fois, c'était le même dispositif macabre. On cible des fidèles musulmans en train de prier ou de sortir de prière près de mosquées. Un témoin raconte d'ailleurs près de Kukawa que les terroristes ont encerclé 4 différentes mosquées du quartier et ils ont ouvert le feu sur les fidèles, des jeunes hommes et des enfants pour la plupart. Et ensuite, on va chercher les femmes dans les maisons, si on peut dire, entre guillemets, et on se met à tirer dans tous les sens des femmes qui préparaient les repas de la rupture du jeûne. Un bilan qui est lourd, au moins 147 victimes et des dizaines de blessés, et une information qui est sortie tard aujourd'hui, puisque c'est une zone, le nord-est du Nigeria, où les réseaux téléphoniques ne sont pas très performants. Moïse, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan du président Buhari, qui avait fait de la lutte contre Boko Haram son premier cheval de bataille? Il est en fonction depuis un mois et il y a eu de très nombreuses attaques depuis lors. Beaucoup d'attaques, mais on ne peut pas lui reprocher son inaction puisqu'il est quand même l'un des instigateurs de la force multinationale qui va opérer dans quelques mois, dans quelques semaines. Il a fait des plaidoyers à l'Union africaine en Afrique du Sud, au G7 en Allemagne. La lutte contre Boko Haram, c'est l'une de ses priorités. Et on peut lui reprocher simplement une seule victoire majeure à mettre à son crédit depuis son investiture. Mais le bilan est lourd, le bilan est terrible puisque c'est près de 750 morts déjà depuis un mois, une trentaine d'attaques. Et s'il y a un message à retenir de la part de Boko Haram, c'est que même durant le Ramadan, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de pitié. Pourtant, le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam.
Au Mali, 6 casques bleus burkinabés ont été tués et 5 autres grièvement blessés dans une attaque contre un convoi des Nations Unies dans le nord du pays. L'assaut s'est produit à 45 km au sud de Tombouctou. C'est l'attaque la plus meurtrière contre l'ONU depuis pratiquement 9 mois, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. La Tunisie a annoncé l'arrestation de 8 personnes. Elles seraient en lien direct avec l'attentat de Sousse vendredi dernier. Revendiqué par le groupe État islamique, il avait fait 38 morts, des touristes étrangers dans un hôtel en bord de mer. Les moines de Tibérine assassinés en Algérie en 1996 auraient été décapités après leur mort. C'est la conclusion d'une expertise française qui accrédite la thèse d'une manipulation. Les familles des moines demandent à la France de faire pression sur l'Algérie pour obtenir toute la vérité sur cette affaire. Le récit de Florence Gaillard. Les têtes des moines de Tibérine ont parlé et d'après l'expertise scientifique, 2 éléments troublants viennent bouleverser l'enquête. D'abord, la décapitation des moines aurait eu lieu post-mortem. Ensuite, le décès serait antérieur au 21 mai 1996, date à laquelle le GIA a officiellement revendiqué l'assassinat des moines. L'état de décomposition des têtes au 30 mai 1996 laisse supposer avec une très forte probabilité que la date de la mort est de plus de 9 jours. Et sans doute au minimum peut-être 3 semaines, 1 mois. À Paris, les familles ont pris connaissance des résultats de l'expertise. Une expertise possible grâce à l'exhumation des crânes à Alger en octobre dernier. Mais si l'équipe française a pu effectuer des prélèvements, elle n'a pas été autorisée à les ramener en France. Pour arriver à des certitudes, on a vraiment besoin des prélèvements qu'on a laissés à Alger. Donc les experts ont pu faire des conclusions, je dirais à 80%. Sur les causes de la mort et la date de la mort. 3 thèses coexistent pour expliquer la disparition des moines de Tibérine. La version officielle d'un crime revendiqué par le GIA, celle d'une bavure de l'armée algérienne commise en pleine guerre civile, enfin celle d'une manipulation des services militaires algériens pour discréditer le GIA ou se débarrasser des moines. Ils ont été enlevés dans leur monastère dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. On passe à la tournée africaine du président français après son passage au Bénin, où il a adressé un message aux dirigeants africains tentés de s'accrocher au pouvoir. François Hollande est arrivé ce jeudi soir en Angola. Ici, ce sont les questions économiques qui dominent. Écoutez le président français. Nous allons lancer un certain nombre de programmes de coopération qui visent à diversifier l'économie angolaise, tout en faisant en sorte que chaque fois que nous investissons ici en Angola, ce soit au bénéfice de l'emploi en Angola. Et c'est, je crois, ce qui caractérise les comportements de nos entreprises. Et François Hollande qui se rendra demain soir au Cameroun, dernière étape de sa visite africaine. Des lions sont arrivés au Rwanda, 7 félins donnés par 2 réserves d'Afrique du Sud et qui doivent permettre d'y réintroduire cette espèce. Les lions avaient disparu du Rwanda depuis la fin des années 90, abattus par l'homme pour protéger son bétail. Le défi, ce sera donc l'acceptation par les populations locales, tout aussi difficile à relever que celui sur l'adaptation des animaux à leur nouveau milieu. Reportage de Thaïs Brook. Sur le tarmac, c'est le branle-bas de combat. Transportés dans de grosses caisses blanches depuis Johannesburg, 2 lions et 5 lionnes viennent d'atterrir à Kigali. C'est la première fois depuis 15 ans que de tels animaux respirent l'air rwandais. C'est quelque chose d'historique. Je veux dire, les lions sont souvent déplacés sur de longues distances pour aller dans des eaux, mais pas dans des milieux naturels. C'est un super projet, nous sommes très enthousiastes. Une fois les caisses chargées avec 1000 précautions, c'est parti pour 4 heures de route. Direction la Kagera, le parc naturel situé dans l'est du pays. L'objectif est double, repeuplement des félins et attraction touristique. Avec les impondérables, les 4 heures sont devenues 6. Et c'est à la nuit tombée que les lions arrivent à destination. Nouveau transbordement, placés en quarantaine, dans un enclos pendant 15 jours, les animaux disparaissent dans la nuit. C'est une étape pour la conservation. C'est le début d'un fantastique chapitre pour les lions au Rwanda. Le soleil se lève sur la Kagera et ses nouveaux habitants.
Un événement préparé de longue date. Les autorités du parc ont construit cette clôture électrique pour empêcher les animaux, dont les lions, de sortir. Avec les campagnes de sensibilisation, tout a été fait pour rassurer les riverains du parc. Ces gardiens de vaches font paître leurs troupeaux à quelques encablures de l'enceinte. Ils se réjouissent de l'arrivée des lions pour le tourisme, mais émettent quelques réserves. kwirukankana nk'imparage nk'imparase ikaba yapfumura agatimba nayo ikabona icyuho cyo gusohoka ikaba yatwangiriza kuturira amatungo. Ce ne sont pourtant pas les vaches qui ont le plus à craindre de l'arrivée de ces nouveaux voisins. Et on va terminer avec les images du bonheur conjugal de l'archevêque Desmond Tutu, 60 ans de mariage, le prix Nobel de la paix. Et sa femme Léa ont renouvelé leurs vœux de mariage ce jeudi au Cap en Afrique du Sud et ils s'aiment comme au premier jour. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Vous avez remarqué, comme petit à petit, le monde change? Les rues sont maintenant des galeries. Le noir est maintenant presque vert. Et le ciel, un terrain de jeu. Chacun de nous, une source d'énergie. Et GDF Suez est maintenant Engie. Car le monde change et avec lui, toutes nos énergies.